Livry aujourd'hui. Bonjour Anatoly. Bonjour Pierrot, bonjour chers spectateurs. Nous avons beaucoup, depuis la dernière fois que nous avons parlé, nous avons un monde qui a changé de manière impressionnante. Opération spéciale de la Russie en Ukraine, guerre de l'OTAN contre la Russie, consolidation des BRICS avec l'Arabie Saoudite qui va vendre son pétrole de plus en plus, non plus en dollars, mais dans les différentes monnaies des autres pays. Nous voyons une accélération de tout ce qu'on avait pu discuter ces dernières années, ce que j'avais pu écrire. Et en plus, nous voyons une hystérie croissante en Occident de tout ce que tu dénonces dans, par exemple, ton excellent dernier livre, Le racisme anti-blanc. Peut-être pour commencer, ton livre est un grand succès en Russie, puisqu'il est publié en Russie. Parle-nous un petit peu de comment les Russes, la population, aussi l'intelligentsia aujourd'hui russe, accueille des écrits que tu fais et comment le contenu sur cet Occident, je cite Vladimir Poutine, sataniste, ces élites satanistes de l'Occident sont en train de complètement mener le monde à la guerre, peut-être à la guerre nucléaire. Bon, merci pour cette présentation. En fait, le monde russe, pour commencer par lui, c'est un monde assez hétéroclite. Comme il appelle ça, le monde russe, Russki Mir, ce n'est pas du tout limité à la Fédération de Russie, mais englobe en cela pas mal de populations autres et États autres. Par exemple, ça peut être les Russes citoyens du Kazakhstan, la Biélorussie telle qu'elle est, les terres russophones, ils sont tous russophones, côté oriental de l'Ukraine, ça peut être également les citoyens de l'OTAN, qui sont par exemple les russophones de République balte. Voilà, donc c'est assez grand et effectivement c'est un monde assez hétéroclite qui n'est pas du tout vu de façon manichéenne, simplifiée et simpliste de l'Occident. Voilà, donc il y a une réaction assez libre là-bas, beaucoup plus libre parce que ils n'ont pas subi un tel cerebral sorting que pour plusieurs générations ont subi en Occident. C'est sans doute grâce à des espaces de Russie où on peut se perdre, c'est-à-dire si le pouvoir vient chez vous comme à la maison ou s'il s'apprête à venir, eh bien, pendant décennies, pendant des siècles, carrément, on pouvait s'échapper dans ce grand océan des Slaves dont parle Bernanos, c'est-à-dire en cette Sibérie orientale, et donc on se perdait complètement. Ce qu'en Occident, compte tenu de certaines particularités et surpopulation, à un certain niveau, on ne pouvait plus faire. Donc par exemple, un putsch fait à Paris en 1989 et voilà, on vous envoie, on vendait en Bretagne de normalisateurs qui vont vous raccourcir. Tandis qu'en Russie, bon, effectivement, on peut vous exterminer, mais pendant des siècles, pendant des décennies, même durant les années 30 les plus terribles de terror post-trotskiste fait par des trotskistes sous Staline, eh bien, on pouvait s'échapper, on quittait par exemple les villes telles que de grandes villes sibériennes, de Moscou, on pouvait se libérer en quelque sorte, s'installer en liberté, même sans traverser les frontières. C'est assez particulier, ce que en fait, je dénonce beaucoup dans mon livre, dans mon dernier livre russe, donc j'ai seulement la page garde parce que la poste ne parvient pas à m'envoyer. En fait, c'est le racisme, non le racisme anti-blanc, mais systémique anti-blanc. Le racisme systémique anti-blanc, c'est-à-dire je démontre que structurellement en Occident, on extermine une certaine population qui est en fait les autochtones, les indigènes d'ici. Et je démontre également que c'est le rapprochement entre l'Occident et ce Russki Mir, c'est-à-dire qui n'est pas parfait naturellement, ce monde russe, qui pourrait être bénéfique en Occident, et précisément pour répondre à ta question, il y a une grande liberté en
en russe, c'est dans cet univers slave de l'Est, pour le dire précisément, face à cette guerre, face à l'Occident, qui se tire effectivement dans les genoux en condamnant tous les comptes russes, des citoyens russes, même ceux qui sont parfois peut-être anti-poutiniens, par conséquent, qui ont acheté les biens en Occident. Et effectivement, on fabrique en Occident la haine anti-occidentale totalement gratuite, faite par des cerveaux assez stériles, voilà, qui connaissent seulement le russe. Donc actuellement, ça a devenu une espèce assez détestable en Occident, et le non-russe. Et voilà, et donc c'est aussi la preuve d'une forme de passivité cérébrale en Occident que je dénonce également, c'est-à-dire la non-résistance occidentale à la réalité. Voilà, mais bon, disons, si on lit les derniers jours, ce qu'on écrit, les professeurs universitaires et les chercheurs du CNRS sur la Russie actuelle, eh bien, qu'est-ce qu'on dit, je parle de ceux qui éduquent les élites occidentales, c'est très important, eh bien, ils disent que en Russie, officiellement, les populations expriment le mécontentement face à l'opération spéciale. Voilà. Tandis que, je peux vous en trouver énormément d'articles semblables en suédois, en anglais, en allemand, en italien, en français naturellement, tandis qu'en Ukraine, la population est unie derrière le pouvoir. Et c'est vrai, officiellement, c'est ça. Et donc, leur pseudo-analyse s'arrête ici. Mais pourquoi cela arrive? Parce qu'en Ukraine, on a proclamé l'état de guerre. Et comme tout le monde sait que quand il y a l'état de guerre proclamé officiellement dans un pays, je vous rappelle par exemple ce qui c'était en 1939 en France, quand la Troisième République a déclaré la guerre le 3 septembre de 1939 à l'Allemagne, après, en suivant la Grande-Bretagne, eh bien si vous vous exprimez contre cet état de guerre, la guerre déclarée, eh bien, vous savez ce qui va se passer avec vous. Donc, ce n'est pas la guillotine, normalement, on va vous fusiller. Bon, à l'époque, ils n'avaient peut-être pas de temps de fusiller parce que les Allemands peut-être arrivaient un peu trop vite. Voilà, mais bon. Et bien, en revanche, et c'est vrai, en Ukraine, tout le monde est uni derrière le pouvoir parce que si tu ouvres un peu trop là, eh bien, c'est l'état martial qui s'applique. Tandis qu'en Russie, l'état de la guerre n'est toujours pas déclaré. Il y a ce qu'on appelle spéciальная военная операция, l'opération militaire spéciale, et c'est précisément le problème russe actuel. C'est pour ça qu'il fallait faire cette semi-mobilisation, parce qu'il n'y a pas de guerre depuis le 24 février dernier. Il n'y avait pas de guerre déclarée à aucun pays. C'est-à-dire, premièrement, il n'y a pas d'état martial dans le pays. Et par conséquent, les populations pouvaient, certaines populations qui est contre le pouvoir russe en place, pouvaient s'exprimer son refus de ce qui arrive. Donc, il y a tout simplement cette séparation, cette limesse légale entre ce qui se passe en Ukraine et entre ce qui se passe en Russie, et cette nuance, ce qui est normalement le fait de chercheurs et de professeurs universitaires, aller au bout de leur raisonnement et de la situation actuelle, ils n'ont jamais fait. Vous ne trouverez pas dans les médias mainstream cette analyse-là, c'est-à-dire on s'arrête là. En Ukraine, tout le monde est derrière le pouvoir, en Russie, on conteste. Bah, effectivement, parce que légalement, ce sont les États différents. Et effectivement, aussi, si on peut aller dans ce cas sur le terrain de guerre, pourquoi il y avait une telle complication de gestion de cette guerre? Parce qu'il n'y avait pas non plus de l'armée russe, jusqu'à cette semi-mobilisation de 300 000 personnes, il n'y avait pas de
de l'armée russe qui prête un serment sur le terrain de guerre en Ukraine. C'était des contractuels qui ont, effectivement, qui sont fruits de notre civilisation, qui ont signé les contrats avec l'armée, comme cela se fait quand on signe le contrat avec un employeur. Et ce qu'on appelle en Russie le code 500, on les appelle пятисотники, c'est-à-dire dans le langage codé militaire, c'est le code 500. J'ai oublié quel code, par exemple. Il y a un code pour les tuer, pour les blessés, pour les déserteurs, pour les malades. Et il y a le code 500, c'est ceux qui ont déchiré leur contrat et ont quitté le terrain de guerre, parce que le terrain de civilisation, de cette opération spéciale, parce qu'ils ne voulaient pas avoir le salaire avec l'armée pendant la guerre. Il y avait une tranche de cette population, parce qu'on vit dans une civilisation globale qui englobe effectivement la Russie. Et donc c'est pour cette nuance-là pourquoi en Occident, on disait qu'il y a énormément de pertes dans l'armée russe avant la mobilisation. Bah oui, il y avait ce qu'on appelait officiellement au ministère de Défense russe les pertes. Les pertes, c'est ceux qui faisaient fin à leur contrat et qui partaient tout simplement vivre chez eux et chercher un job autre. Effectivement, c'est un peu comme en France, effectivement, quand l'armée devient privée ou semi-privée, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait, par exemple, en France? Signer le contrat avec l'armée française pour 5 ans, on va vous enseigner un métier, on va vous donner le toit, et votre salaire, vous allez tous le placer dans les maisons closes quelque part en Afrique, tout ça, parce que, en fait, c'est le meilleur plan carrière. Exactement la même chose, effectivement, pendant pas mal d'années, on faisait en Russie, tout en sachant qu'il y avait le service militaire obligatoire d'une année. Voilà, en parallèle. Donc, c'est ça. Et toutes ces nuances, en fait, je vous donne seulement un exemple, on ne décrit quasi jamais ici, et effectivement, ce qui me permet d'enseigner ce qui se passe ici, dans les pays du monde russe, et je vais t'envoyer les liens de mes interviews à la télévision d'État qui sont vus seulement sur YouTube par plus de millions de spectateurs. Mais avant de passer à la télévision d'État, je passe dans les écoles de diplomatie de ces États, à des universités, chez les grands éditeurs qui me publient également. Mais c'est pourquoi? Pour démontrer cette forme de cerveau passif fabriqué par des élites en Occident pour fabriquer pour des générations entières de ceux qui nous gouvernent. Et de là, et j'englobe ici, dans ces élites, ce n'est pas seulement ceux qui sont au pouvoir, mais ceux qui se battent contre eux, c'est-à-dire ceux qui se trouvent, par exemple, chez nous en Suisse, dans le UDC. Très peu de personnes, en fait, éprouvent la nécessité d'enseigner le logos, c'est-à-dire les humanités. Ils pensent toujours qu'avec les finances, avec les juristes, avec les techniciens, avec les médecines, on peut s'en sortir. Mais non, le logos, ça passe avant. Et votre nouveau messie mondial, Elon Musk, il ne vous sauvera pas. Parce qu'il y aura toute une armée de Yahoo derrière qui vont lui empêcher, et un tas d'autres, ces Africains du Sud blancs, donc élevés dans un milieu assez sain, de réformer, non pas obtenir le micro-pouvoir, mais réformer. Et exactement la même chose que je critique naturellement et ceux qui sont derrière famille Le Pen et ceux qui sont derrière mon co-religionnaire Éric Zemmour, naturellement parce que je les présente totalement objectivement dans le monde des Slaves orientaux, mais je n'estime pas que cet univers à nous puisse être réformable. Et c'est pour ça que j'estime que le meilleur sort pour cette
univers occidental, c'est de ne pas se coucher d'une puissance slave quelconque, non, mais faire une union spirituelle avec cet État, par exemple la Fédération de Russie, lequel État n'est pas parfait du tout, n'est pas peuplé par les surhommes, qui on prend chacun d'eux, ils ont les failles. Il y a aussi carrément la cinquième colonne qui est intégrée aussi au pouvoir russe, il faut bien le dire. C'est un peu pour répondre à ta question. Mais pourquoi on les déteste tant? C'est qu'ils ne pratiquent pas le racisme systémique anti-blanc, pour revenir à mon livre russe, parce qu'ils ont intégré dans leur constitution les choses impensables ici. C'est-à-dire qu'il y a un peuple russe qui est le peuple pilier de l'État. Donc c'est carrément le nationalisme. Qu'il y a la famille qui est protégée, qui est composée du père et de la mère, et qui sont là pour transmettre l'enseignement de leurs ancêtres. C'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas ce que chaque Russe, parce qu'il y a des imbéciles qui commencent à ricaner, c'est-à-dire le ricanement, ça veut dire j'injecte les hormones de la victoire dans mon état de nullité. C'est ce qui se passe souvent en Occident, dans le monde français, dans le monde non seulement latin. Non. Non. On peut trouver chez les hommes de pouvoir russes énormément des êtres imparfaits. C'est par cela que je commence quasi toutes mes interviews que je donne là-bas. Mais ils ont fait de la tradition leur institution. Il y a la ligne générale de l'État qui pousse leur institution à maintenir la tradition. Et ce qui se fait malheureusement, c'est l'inverse chez nous. Et si nous pouvons institutionnellement rompre ce rideau de fer qui est en train de s'établir, qui s'est quasi établi entre le monde des Slaves orientaux et chez nous, et contacter, je veux dire, prendre le contact physique avec cette tradition qui existe dans leur institution, je le répète, non pas chez n'importe quel kidam dans les rues, naturellement pas. Nous, les Occidentaux, nous pouvons éventuellement sauver nos enfants et nos petits-enfants de leur cancel, de leur effacement total. Parce que, je parle à ceux qui nous regardent et ceux qui ricanent stupidement, c'est peut-être que votre vie n'est pas importante, peut-être c'est le cas, mais vous mettez en otage vos enfants, vos petits-enfants, qui, dans les cas de figure du monde dans lequel nous vivons, seront effacés, normalisés, voire exterminés. Effectivement, l'Occident semble ne pas avoir de... Moi, je ne vois pas de voie d'issue à un effondrement dont je parle depuis une dizaine d'années, non seulement pour des raisons physiques, mais aussi parce que psychologiquement et d'un point de vue de compétence, il n'y a ni la volonté ni la capacité d'inverser la route vers la destruction interne. On le voit aux États-Unis. Les voies diplomatiques, ou plutôt démocratiques, sont complètement volées, n'existent plus, pour peu qu'elles aient jamais existé. On voit que l'État et tous les systèmes financiers, diplomatiques, technologiques sont tenus par les mêmes personnes qui ne font que de faire des petites arnaques, des arnaques de milliards de dollars pour blanchir de l'argent entre eux. On le voit que l'Ukraine, puisque c'est la même communauté, et on voit que entre le FTX, le Parti démocrate, la finance de Wall Street, les systèmes de contrôle de la finance de Wall Street, c'est toute la même équipe qui est liée au réseau Epstein, au réseau... Bref, à la fin, on se rend compte que il n'y a plus aucune prise en fait, dans le monde occidental, le monde blanc de l'Occident, en excluant le monde slave,
n'a plus le contrôle sur sa narration, n'a plus le contrôle sur sa culture, n'a plus le contrôle sur sa finance, n'a plus le contrôle sur sa politique, n'a plus le contrôle sur les structures d'imaginaire de sa propre destinée, et que tout cela est tenu par des gens qui sont des escrocs, des voleurs, et de plus en plus tellement incompétents qu'en plus ça se voit et ça s'effondre. Et tout ça, pour la majorité des gens, dans l'indifférence, dans l'inconsistance la plus totale. Et quand j'interviewe des gens comme toi ou Nicolas Bonal, on ne me donne pas d'espoir du tout, au contraire. En plus, on rajoute une couche sur le fait que c'est inévitable, que ça va se planter. Sic transit gloria mundi, comme disaient les Romains. Est-ce que tu vois aujourd'hui, à fin 2022, un espoir dans les quelques blancs, les quelques occidentaux qui sont encore solides, et on en connaît tous beaucoup, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de se structurer, de se grouper et de tenir face à ce chaos, ce maelstrom qui est en train d'amener l'ensemble à sa perte? Bon, on veut toujours survivre, naturellement, et on se pose toujours cette question, est-ce qu'il faut que pas mal de personnes survivent, ou il faut peut-être, serait souhaitable que certaines personnes ne survivent pas. Peut-être que même vaut mieux les aider à crever plutôt. Ah, ça c'est Nietzsche qui disait ça, hein, quand quelque chose c'est la phrase exacte m'échappe, et quand un système est foutu, il faut encore le pousser. Merstossen, ja. Ouais, mais pousse plus fort. Mais oui, je pense que effectivement, je connais tout comme toi des personnes qui sont solides, qui ont réussi à maintenir cet enracinement en eux et qui ont réussi même à créer des clans qui permettent à une survie personnelle ou familiale. Mais je suis naturellement content qu'ils puissent survivre et j'espère qu'ils le feront et qu'ils pourront transmettre actuellement cette flamme de civilisation aryenne à leurs ancêtres. Maintenant, s'il y a l'espoir pour toute une civilisation occidentale telle qu'elle est actuellement, et nous le connaissons, à ce système, comme on l'appelle, non, je ne pense pas. Je pense que, en tous les cas, personnellement, je ne vois pas d'issue. Je donnais, et je continue à donner ce conseil pour ceux qui sont en eux cette forme de puissance antérieure, c'est-à-dire qui ont développé leur néocortex à une telle forme de résistance interne que ils sont lucides face à eux, parce que ce qui nous attaque effectivement, c'est l'absence de lucidité. Et je reviens toujours à nos éducateurs, car chez nous en Occident, le droit est élevé par exactement le même professeur universitaire qui fabrique les maîtres de lycée, qui fabrique les maîtres d'école, qui vont jusqu'à la maternelle, qui fabrique l'extrême gauche. Donc, ils ont les réflexes d'extrême gauche. Ils ont la passivité cérébrale d'extrême gauche. Là, rien à faire. Donc, ce que je proposais réellement, et je continue à le proposer, ce que certains par exemple, si on prend la France, la Belgique, qu'ils puissent s'expatrier. Je parle de francophones, par exemple, qu'ils puissent s'expatrier vers les pays de l'Europe centrale ou orientale, où il ferait, j'ai déjà fait pas mal d'articles là-dessus, vous le trouverez publié chez Riposte Laïque, Paris, donc c'est assez clair. C'est-à-dire que vous puissiez faire quelque chose qui a été déjà fait. C'est dans l'histoire assez contemporaine, c'est-à-dire former les groupes, ce que les Français, par exemple, expatriés ne font pas, ils font n'importe comment, vraiment, parce qu'ils ont le cerveau aussi passif que les pseudo-résistances de l'intérieur qui sont restés au pays. Ils ne s'éduquent pas. Ils répètent, ils se rabâchent exactement le même fait parce que leur néocortex n'est pas développé. Ils ne sont pas développés parce qu'en Occident, on a installé un cerebral sorting
je veux dire, une sélection cérébrale, du cerveau, depuis 2 générations. Et ex nihilo ne peuvent pas apparaître les êtres exceptionnels parce qu'on fait une sélection, comme on peut fabriquer une race de chiens au bout de 7-8 générations, on le fait comme avec des souris, ça vous pouvez le faire au bout de 7-8-10 générations, on peut fabriquer carrément une nouvelle micro-espèce. Donc on a fabriqué les occidentaux qui sont ce que Bernanos a dénoncé dans la France de robots. Il pensait que la France pourrait résister à des robots, mais il se trompait. C'est ces anciens membres de l'Action française qui a trahi l'Action française, n'est-ce pas, parce que le pape a dit quelque chose en 1926. Donc, lui aussi, c'était un robot en quelque sorte. Et ce n'est pas en se sauvant en Amérique du Sud que en partant avec soi son cerveau passif, ou à l'époque c'était semi-passif, qu'on peut générer une nouvelle génération. Donc ce que je disais toujours, vous partez, les Français, par exemple, de l'Ouest, et vous fabriquez des communautés qui se lient avec des gouvernements, des structures étatiques de l'Europe centrale ou éventuellement orientale. Et vous devenez la 5e colonne anti-globaliste liée à ces pays. Est-ce que j'ai inventé quelque chose de neuf? Ben non, absolument pas. Mes consanguins juifs ashkénazes, il y a à peine quelques décennies, ont fait cela. Ils ont participé à la démolition d'un empire superpuissance qui non seulement l'Union soviétique, mais tout le pacte de Varsovie. Ils l'ont réussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était le membre de 5e colonne interne, par exemple mon oncle, c'était ce qu'on appelle un refusnik. Eh bien, je vivais en Union soviétique, il y avait côté paternel, c'était les apparatchiks de l'URSS, et de l'autre côté, c'était ces moscovites juifs qui a perdu son travail à cause de ses opinions, qui ne pouvait pas quitter le pays parce que c'était le rideau de fer, et pour toutes les fêtes, il était invité à l'ambassade des États-Unis en Union soviétique, avec toute sa famille. Donc, je connais les deux mondes en quelque sorte. Un jour, j'écrirai des livres là-dessus. Si on ne va pas m'assassiner. Voilà. Mais ils ont réussi, les Américains, peut-être conseillés par mes autres consanguins, ont réussi à créer ce monde, ce centre d'éducation. Parce que, par exemple, on lit maintenant ces témoignages, parce que tout est publié, de mes consanguins ashkénazes qui sont partis aux États-Unis avec toujours le visa pour Israël. C'est-à-dire, tu sais, on se fait du choix de sa nationalité, on part jusqu'à Vienne, et à Vienne, on est transporté aux États-Unis. Voilà. Et donc là-bas, ils ont réussi à créer ce centre auprès du Pentagone, dans les universités américaines, parce qu'à l'époque, il y avait encore quelques universités américaines de droite, auprès de l'intelligence après les CIA, voilà, et qui enseignaient, sans apprendre l'anglais, vraiment, ils ont enseigné le fonctionnement soviétique, ils ont toutes les failles, ils intervenaient sur les radios qui transformaient, je veux dire, qui fonctionnaient en anglais aux États-Unis, c'est-à-dire, même s'ils ne parlaient pas l'anglais, on le traduisait. Ils intervenaient auprès des étudiants, mais surtout, il y avait ce Voice America, il y avait ce Radio Liberty, basé à Munich, actuellement il est à Prague, voilà, le temps se rapproche, de Russie, et qui parlait en russe. Et moi, j'étais en Union soviétique, j'étais dissident dès l'âge de 10-11 ans, j'ai écouté ça. En plus, c'était interdit de les écouter, les ondes brouillées, donc il fallait prendre l'appareil et l'écouter comme ça. Et donc, ça fonctionnait. Et depuis l'Occident, ils ont financé par ces fondations étatiques énormes, actuellement ce n'est pas le cas, mais ils étaient liés à un pouvoir étatique qui les intégrait, c'est-à-dire il y avait ces anciens dissidents qui étaient sortis de trous à côté de ce qu'on appelle Parache, c'est-à-dire ils étaient à côté de là où tout le monde pisse dans leur cellule, surpeuplés naturellement. Ils étaient, par ces échanges à l'époque de Brejnev,
entre les États, je te donne ça, je te transforme les prisonniers politiques. Ils étaient tout de suite amenés aux États-Unis et tout de suite, dans quelques semaines, intégrés à l'état-major des États-Unis pour enseigner le fonctionnement de l'esprit soviétique qu'on ne connaissait pas en fait. Comment fonctionnent vos ennemis? Et en même temps, par la suite, on les sortait de là-bas, on les mettait à une tribune universitaire et ex-cathédra, ils enseignaient à des maoïstes et des trotskistes citoyens américains, futurs professeurs, comment fonctionne effectivement ce vers quoi ils vont. C'est-à-dire que cette forme d'emprisonnement qu'on appelle injustement, suite à Solzhenitsyn, le goulag, d'où ils ont sorti. Et ça fonctionne parce que je me souviens comment il y avait les anciens apparatchiks, je veux dire les vrais apparatchiks soviétiques, et j'étais ami avec leurs gosses. On jouait ensemble. Et donc, cette nouvelle génération, encore sous le régime soviétique, ils détestaient ces systèmes parce qu'on a réussi aux États-Unis et dans les pays de l'OTAN rendre le système soviétique détestable à de futures générations, de jeunes générations, lesquelles en 1991, quand Gorbatchev est parti en vacances pas là où il faut, n'ont pas bougé un seul doigt pour maintenir ces systèmes. Et ce que je propose depuis, mais sauf que c'était les cerveaux combattants. Parce que là-bas, on n'a pas fait le cerebral sorting, fabriquant des passifs. Déjà, il n'y avait pas assez de temps. Par la suite, il y avait d'immenses espaces où on pouvait se sauver. Je me souviens quand j'étais gosse, on nous emmenait à l'est de Omsk, c'est-à-dire encore à 300-400 km à l'est de l'Omsk, dans la Sibérie orientale. On nous laissait par les groupes, d'abord 10, puis 4, puis 2, puis seul. Et donc, on fabriquait vraiment, je veux dire, d'abord, c'est l'enseignement syllabique qu'en Union soviétique, on a pompé en 1936 de l'Allemagne nationale-socialiste, c'est-à-dire parce qu'il y avait des pédagogistes trotskistes qui ne peuvent pas pardonner ça, qui ont complètement explosé l'éducation soviétique. Et en 1936, on a fait une réforme d'État sous Staline, anti-trotskiste. Donc on a foutu une nouvelle branche de Trotsky. Trotsky lui-même était parti en février 1929 de l'Union soviétique, mais il a laissé son deep state. Et donc, on a fabriqué les gens à l'ancien qui avaient le cerveau, le néocortex résistant. Et puis, on nous mettait en contact avec la nature sauvage. C'est-à-dire, tu vois, il fallait crier, par exemple, pour que l'ours ne vienne pas te bouffer à un certain moment de la nuit. Mais je veux dire, faire du bruit, quoi, et taper les casseroles. Mais, et donc, ces êtres de l'ancien monde traditionnel que le glacis soviétique a fabriqué, c'est-à-dire les personnes pour lesquelles le savoir est précieux et il n'est pas vendable. Par exemple, tu connais, par exemple, tu as écrit le préface pour mon dernier livre français, publié par Conversano, et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que je ne prends jamais de l'argent pour la publication de mes livres. Pourquoi? Non seulement pour pouvoir envoyer chier à un éditeur à un certain moment, mais aussi parce qu'il faut séparer ce qu'on n'arrive pas à comprendre en Occident, les ressources et le savoir. Tant que vous ne le faites pas, vous ne faites pas progresser par votre néocortex parce que vous pensez toujours à des millions et des millions Yahoo qui sont éventuellement des clients qui peuvent vous acheter vos livres, etc., ou qui peuvent vous propulser à votre carrière universitaire. Mais non. Et on a fabriqué, par exemple, sous Staline, on a fait aussi une forme de cerebral sorting, c'est-à-dire une forme de post-christianisme communiste, c'est-à-dire les gens totalement désintéressés. Par exemple, je connaissais les apparatchiks soviétiques qui pouvaient se permettre énormément de choses, mais qui avaient toujours un seul manteau, qui bouffaient les choses très frugales à leur table et qui se réunissaient tous les soirs pour toujours lire
Marx, Engels et Lénine. Voilà, parfois après ça. C'est certain. Donc, si on ne peut pas avoir... alors, les conditions ne sont pas là pour qu'on puisse avoir un Bonaparte ou encore mieux, un Staline qui fasse un peu le nettoyage ou un Pol Pot. Pol Pot, ce serait bien, mais ce n'est pas dans la culture occidentale. Nous avons toujours cette préparation personnelle, cette approche de la culture que nous pouvons développer par des petits groupes. Internet nous aide beaucoup dans ce sens-là. D'ailleurs, justement, comment a été reçu au niveau du lectorat et des intellectuels, comment ce livre, donc, et je le rappelle, il est disponible en français, Le racisme systémique anti-blanc, que vous trouvez en faisant un Google. Je mettrai le lien sous la vidéo. Comment ce livre, et tes autres livres d'ailleurs, mais comment celui-ci en particulier, a été accueilli en Russie? Est-ce qu'il s'imaginait à quel point l'Occident est une sorte est devenu il s'auto-détruit aussi d'un point de vue raciste finalement? Oui, c'est vrai, ils sont étonnés. Ils sont étonnés surtout parce que souvent ils pensaient que, souvent pas mal de lecteurs pensaient que ce qu'il entend des horreurs qui se trouvent chez nous, eh bien, le raciste, tout ce qui est détestable, en fait, tout ce qui est le racisme systémique anti-blanc chez nous, eh bien, c'est ce que certains appellent la propagande russe, parce qu'il faut bien dire qu'une partie des médias russes appartient toujours même à des oligarques qui ne sont pas du tout amis de pouvoir. C'est-à-dire là-bas, il y a beaucoup plus de... Il faut comprendre qu'en Russie, il y a beaucoup plus d'éclectisme médiatique que chez nous. C'est-à-dire, par exemple, les multimilliardaires Prokhorov, qui sont frères et sœurs, tous les deux chevaliers de la Légion d'honneur, et qui sont sauvés, voilà, qui sont sauvés via la Suisse, ce qui était interdit d'ailleurs, parce qu'en fait, il y avait les émissions chez nous en Suisse alémanique, voilà, qui sont sauvés en Israël et qui sont obtenus la nationalité israélienne, puisqu'il se retrouve qu'eux aussi sont consanguins shkénazes, jusque-là on ne le savait pas, eh bien, ils avaient tous les centres médiatiques chez eux. Ils avaient les radios, les télévisions, les maisons d'édition, constamment. Les meilleurs amis des ambassadeurs français, notamment à Moscou. Voilà, et donc, pas mal de personnes russes écoutaient à cela, étaient abonnés à cela, et ils pensaient que quand les journalistes objectifs russes racontaient ce qui se passe chez nous, eh bien, c'est la propagande de Poutine, comme on les appelait. Et ce qui est effectivement très précieux, qu'un citoyen suisse, tel que je suis un citoyen franco-suisse, comme ton copain Soral, qui aime les juifs ashkénazes. Et donc, voilà, donc, qu'ils disent, qu'ils racontent ces choses par écrit, qu'ils racontent de l'intérieur du système. Parce qu'en fait, j'étais invité à enseigner à la Sorbonne, puis à l'université de Nice-Sophie Antipolis. J'ai fréquenté pas mal de cercles assez fermés. Je connaissais effectivement, pendant des années, j'étais invité aussi à l'intérieur de ce qu'on appelle le droit, par exemple, à Radio Courtoisie de l'époque de Jean Ferré. J'ai publié à l'Action française, en fait, tous ces cercles qui sont assez étrangers pour les Slaves de l'Est. Je les ouvre dans ce livre, je balance tout. Et je balance comment... en fait, je fais très peu de statistiques. Je ne vais jamais faire des sources statistiques ethniques, ce n'est pas intéressant, parce qu'on va me dire que c'est tout. Hein, je veux dire, là-bas, on a 15, 20 ans de retard, donc on va dire que les statistiques sont faussées, blabla. Donc en fait, ce que je fais, je traduis souvent les déclarations, des déclarations des leaders de diverses branches du pouvoir en Occident. Ce que disent des journalistes, des hommes politiques, et cela depuis plusieurs générations. C'est ce qui balance les procureurs, par exemple. Et effectivement, je peux aller à la source et par la suite, je les traduis. Et par la suite, je donne la suite réelle de ces déclarations. Par exemple, comme un ancien ministre français, quand il dit que, par exemple, il ne faut plus faire les gosses, non pas les enfants, mais il ne faut pas faire les enfants d'une certaine race, par exemple. Et tout ça, et je le balance, et par la suite, je fais une certaine conclusion. Ce qui arrive
avec les êtres du système tel que je suis quand ils commencent à dénoncer cela. Donc, quand on porte les plaintes pénales contre moi, quand on plagie ma thèse de doctorat sur Nietzsche et Nabokov, que j'ai soutenu à Nice-Sophia Antipolis en 2011, et l'année plus tard, en Écosse, paraît une thèse écrite en anglais et qui pompe l'ensemble de mes déclarations. Et comment ça se fait qu'effectivement, il y avait 6 professeurs dans mon jury de thèse, 5 professeurs français, et comment ça se fait que tout ce beau monde qui vise éventuellement l'Institut de France et tout ça dans le revenir, comment ça se fait qu'ils se testent tous? Et par la suite, j'ai accès à des échanges entre les professeurs faits au Conseil national des universités me concernant, parce que je les attaque par un tribunal administratif, donc je récupère les correspondances. Et tout cela, je les balance là-bas, et on voit seulement pourquoi très souvent les professeurs russes qui peuvent le faire, mais qui sont régulièrement invités ici, qui sont payés par des enveloppes, qui sont payés par des natures, on offre à leurs fils, à leurs amantes, un poste en Occident. Mais ils maîtrisent couramment l'allemand, le suédois, le français, l'italien. Ils peuvent dénoncer ça. Et pourquoi ils ne le font pas? En fait, mon livre, c'est une forme de pseudo-autobiographie où je raconte le quotidien de ce que vit un blanc occidental quand il essaie de résister, d'abord gentiment, parce que par exemple au sein d'une université française, on ne peut pas résister ouvertement, on va tout de suite envoyer les antifas et le recteur va annoncer qu'il ne peut rien faire, hein, tandis que si tu marches sur les pieds d'une syndicaliste communiste, ben, tout de suite les opérateurs vont venir te saisir. Donc c'est comme ça. Et chez nous en Suisse, c'est exactement la même chose. Hein. Voilà, et donc en fait c'est un livre en quelque sorte de combat. Ce n'est pas mon combat, ce n'est pas Mein Kampf, mais c'est le livre de combat. Donc, que je donne en quelque sorte, et qui est un outil par lequel on peut cerner chaque élément de propagande occidentale, mais la propagande occidentale, elle ne défend pas l'Européen, elle ne défend pas l'occidental ou la femme occidentale, ni leur progéniture. Non, c'est un livre précisément, c'est la propagande précisément systémique. C'est une structure qui massacre les civilisations et par conséquent les êtres occidentaux. Et effectivement, j'arrive à cette forme d'expliquer la nécessité de combattre cette culture de travestissement, comme le disait le personnage de Hans Jost, quand j'entends culture, les civilisations de travestissement, je enlève le cran de sûreté à mon Browning, eh bien, effectivement, je déclenche effectivement ce réflexe chez le monde, grâce à ce livre, je parviens à déclencher le réflexe chez une nouvelle élite du monde slavo-oriental et aussi dans leur pouvoir, dans les structures de pouvoir qui font actuellement pousser en quelque sorte, repoussés par l'Occident. On ne veut plus d'eux. Maintenant, les Russes sont les parias. Eh bien, quelle que soit leur idéologie, eh bien, ils sont obligés non pas faire passer les mandats électoraux d'un à l'autre, ce à quoi on se résume la lutte politique en Occident, mais pas faire les réformes. Eux, ils font de vraies réformes. Par exemple, très récemment, je pense la semaine dernière, Poutine a signé un décret sur le retour à la famille traditionnelle et les défenses des valeurs traditionnelles. On peut le lire, c'est totalement public. Et je donne en quelque sorte les armes
à un monde traditionnel blanc qui peut, grâce à une longue lutte dans laquelle on est entré, une longue lutte anthropologique, parce que je pense que c'est une forme de sélection. C'est-à-dire, ici, on sélectionne un type de l'humanité, mais là-bas, on sélectionne un autre type de cerveau. Où, au bout de quelques générations, on va éventuellement, s'ils ne vont pas perdre militairement et économiquement, on va aboutir effectivement à toute une autre espèce. Voilà, et mon livre, ce racisme systémique anti-blanc, je ne peux même pas montrer ici parce que ça ne parvient pas par la poste à son auteur, mais l'essentiel qu'il puisse le vendre là-bas. C'est une forme d'arme anthropologique pour, c'est ça en fait le désir de quelqu'un qui s'est inspiré de Nietzsche, de la littérature grecque, c'est élever une forme de, non pas de surhumanité, mais une forme de commencer par humanité élevée. Parce que ceux que je connais en Occident et qui sont de droite, depuis Sverige Dimokraterna jusqu'au nouveau gouvernement italien, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que l'esprit n'est pas là. Et quand l'esprit est attaché à la caisse, au pognon, à des ressources, et qu'au bout de chaque lutte, il y a toujours, on va toujours vers les ressources. On se demande toujours quand est-ce qu'on va avoir notre part. Cette lutte-là n'a jamais mené l'humanité vers une progression. C'est toujours le début de dégradation. Alors, pour revenir à l'Ukraine et pour lier à ce que tu viens de dire, une partie en tout cas des combattants ukrainiens depuis 2014 et même avant, sont issus de mouvances. Alors, il y a des bandéristes qui sont très nationalistes, il y a aussi des mouvances carrément qui puisent leurs racines dans le national-socialisme allemand du Troisième Reich, avec en plus cette volonté de rejouer de manière, à mon avis, complètement absurde, la grande guerre patriotique du côté du perdant en plus, et qui sont avec une idéologie qui pourrait ressembler à ce que tu viens de décrire, malgré tout. Et malgré qu'il soit cruel sur le champ de bataille avec ce mépris raciste envers les Slaves, alors qu'ils en font partie d'ailleurs, et justement, il glorifie le Troisième Reich qui en fait voulait les exterminer de toute façon, in fine, après les avoir utilisés. Bon, ces gens se disent, voilà, nous sommes le nouveau renouveau des Blancs, nous sommes les nouveaux nationaux-socialistes, soi-disant ariens, et nous voulons faire un grand pays arien/slave, enfin on ne comprend pas très bien, et tout ça, on veut le faire en étant aux ordres de mafieux ashkénazes. Donc, bon, comment même des gens qui pourraient être de la même, se revendiquer de ces hommes nouveaux dans le bon sens du terme que tu décris dans tes livres, et qui malgré tout se laissent avoir et finalement combattent entre frères pour une cause qui est, à mon avis, perdue de toute façon pour eux. Bah oui, et ce que tu dis, c'est assez mal interprété dans une certaine droite européenne et francophone. Parce que quand on s'intéresse à ce qu'ils échangent entre eux, eh bien, c'est toujours ça, c'est souvent ça, c'est-à-dire ils prennent côté de ces occidentaux ukrainiens, c'est-à-dire ceux de Galicie, ukrainienne, pas espagnole, et effectivement, il y a cette mythologie de Stepan Bandera et de passage des siens à Waffen-SS Galicie, n'est-ce pas? Et on pense effectivement en Occident, il y a une certaine droite. Je pense que c'est vraiment les représentations de l'exemple du cerveau passif de la droite française. Il se fabrique une Ukraine qui serait
attachés à leur cause, ce qui n'est pas du tout vrai. Ben, je l'avais déjà dit quelques mots dans une interview avec mon éditeur, l'éditeur de mon dernier livre français que tu as préfacé, La race, elle est là, de Daniel Conversano, lequel, effectivement, je pense, ne plus publier mes livres suite à ce que j'ai expliqué, mais ça c'est important d'être entièrement détaché de tout ce qui cause célébrité, pognon, c'est-à-dire il faut toujours se trouver une source et par la suite on travaille. Bon, il y a les interviews dans une autre partie du monde qui vont s'ouvrir, il y aura des millions de spectateurs et c'est vraiment pas important. Je l'avais donc déjà dit, qu'est-ce que c'est le monde de l'Ukraine, de la République d'Ukraine actuelle? Vous avez ceux qui ont pris le pouvoir en 1991, c'est-à-dire ce sont le pouvoir financier. Oui, ce sont pour la plupart, pas tous naturellement, mais 70-80%, mais consanguins juifs ashkénazes. Bah, c'est vrai. Voilà. Ici à Kiev. Et par la suite, historiquement, à l'ouest de l'Ukraine actuelle, il y a ce qu'on appelle là-bas Galitsky substract, c'est-à-dire une partie de Galicie. Voilà, très souvent, je parle ça à des francophones nationalistes, ils ne savent même pas. Regardez mon interview avec Daniel Conversano, visiblement, ils ne savent du tout, c'est un monde vraiment étranger pour eux. Oui, il y a cette partie des séquences des Slaves qui vivaient en Occident, c'est l'Occident de l'Ukraine actuelle, donc c'est la ville de Lviv, Lvov, Lemberg, auf Deutsch. Voilà. Une ancienne ville de l'Autriche-Hongrie, naturellement. Bah oui. Et ce sont des Slaves qui, on peut le comparer un peu à des Corses dans le cas français, sauf qu'ils n'ont pas de possibilités salvatrices insulaires. Donc, ils étaient constamment, historiquement, parce que quand on s'intéresse, il faut le savoir, ils étaient historiquement en opposition avec tout le monde pour préserver leurs particularités galiciennes. C'est-à-dire, ils ne sont pas orthodoxes, mais je veux dire, ils sont orthodoxes, mais ils sont uniates, c'est-à-dire ils sont unis avec Rome. Donc, ce n'est pas du tout la messe orthodoxe. C'est très important parce qu'on le regarde avec notre vue athée, avec les yeux athées stupides de l'Occident, mais on tue, on brûle les villages entiers entre les Slaves et pendant des siècles là-bas, du fait que vous êtes attaché historiquement soit au patriarcat orthodoxe de Kiev, pas maintenant, soit au patriarcat orthodoxe de Moscou, ou soit vous êtes attaché à Rome. Et ces choses-là, on ne veut pas les connaître parce que ces gens ne sont pas les nuances intégrées, ils s'en foutent de ça. Donc, quand on est petit, comme nation, comme une entité, eh bien, il y a la possibilité de protéger, donc on devient guerrier déjà, donc il y a les valeurs totalement détestables chez nous en Occident, qui sont les valeurs viriles, et on commet des unions multipolaires, comme dit Dugin, n'est-ce pas? Donc, tantôt on le commet avec des Polonais, par la suite vient légèrement, on s'allie à nous, et on a toujours une multitude d'ennemis. Ce que ces crétins nationalistes blancs, français notamment, qui décrivent ce monde comme paradisiaque, se trompent. Parce que, par exemple, ce Stepan Bandera, il est considéré toujours comme criminel de guerre en Pologne. Et donc, c'est assez drôle que Pologne, l'histoire est tragicomique, Pologne, pays de l'OTAN, qui est obligé de leur fourguer poussé par les Américains parce qu'ils veulent le nouveau matériel américain, donc ils ont le matériel soviétique qui est vieux mais qui fonctionnait toujours, hein, on peut massacrer la moitié de l'Europe avec ça, qu'ils offrent gratuitement à, comment ça s'appelle, à cette branche guerrière, effectivement, de l'État ukrainien, et donc, mais ils les reçoivent chez eux, dans leur bureau de l'Union européenne,
de cette Pologne historiquement démocratique qui sont démocratiques depuis 30 ans, chez qui ces Stepan Bandera et ces guerriers sont considérés comme les criminels de guerre parce que pendant ces années 30 et au début des années 40, ils ont massacré des Polonais, ils ont violé des femmes, ils ont tué les enfants. Lisez ce qu'écrivent des Polonais sur les sources polonaises sur ces Ukrainiens. Et par la suite, ils sont obligés, poussés par OTAN, par l'Union européenne, à aller en Ukraine, à Lvov, à Kiev, à Kryvyi Rih, pour Kryvyi Rog, la patrie de Zelensky. Voilà, ils voient le portrait de Stepan Bandera dans ce bureau, qui sont obligés de sourire face à ces fonctionnaires ukrainiens parce que malgré le fait qu'au-delà de leur tête se trouve le portrait de criminels de guerre qui a massacré des Polonais. Et tout cela, on ne veut pas connaître en France, parmi ces droites françaises dégénérées complètement crétins, parce qu'ils méconnaissent l'Europe. Pour eux, en fait, ce qui se passe chez ces droites françaises, ils vivent dans cette parmi ce monde idyllique qu'ils ont fabriqué effectivement parce que l'Europe, à partir de 1944-45, je dirais, au fur et à mesure des parties libérées, au fur et à mesure que le Troisième Reich était repoussé, disons cela. On a changé d'occupant. Voilà, c'est ça. Eh bien, on ne supporte plus la guerre et pendant 30, 40 ans, on vivait dans la baisse hormonale, c'est-à-dire le testostérone chez le mâle occidental n'était pas tourné vers la guerre, effectivement. Et ils pensent stupidement, parce qu'ils sont des crétins avec les cerveaux passifs, ils pensent que c'est ça l'Europe, tandis que l'Europe, c'est le massacre perpétuel. Toutes ces parties, il y a le Pologne du Sud oriental où sont des vrais catholiques romains qui détestent depuis des générations ces Galiciens. Et les Hongrois, ils sont qui sont directement à l'ouest après Chop. Ils sont pendant des années massacrés ces Galiciens qui sont aguerris, qui sont également avec la guerre permanente, qui sont en guerre permanente avec les populations, comme on dit, les moscovites, les moscales. Voilà, parce qu'effectivement, c'est le pouvoir slave qui les injurie, effectivement, esthétiquement, nationalement et religieusement, naturellement, avec qui ils entrent en guerre constamment. Et donc, c'est un monde très particulier qui quand ces crétins de la droite francophone, ils vont dans ces terres, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les filles qui sont prêtes à tout, naturellement. Ils fréquentent où ça? Dans les grandes villes, où la population est occidentalisée. Et voilà. Mais ils méconnaissent ce monde slave oriental, ils sont aussi cons face à ce monde slave oriental que, par exemple, un Parisien du Marais qui va quelque part sur l'île de Djerba ou quelque part à Marrakech ou quelque part même dans certains quartiers en Égypte, où il est permis de fréquenter je veux dire, certaines formes de sexualité, boire de l'alcool, dans ces micro-zones. Par la suite, ils reviennent à Paris, dans le 4e arrondissement, et il dit je connais le monde islam, je suis là-bas à toute liberté. Non, mais c'est ça, ils sont ridicules et stupides. Oui, je pense que ridicule et stupide, c'est un bon résumé des élites, d'une grande partie des élites occidentales. D'ailleurs, ta description de la complexité du monde, de l'Europe orientale, on va dire, n'a presque rien à envier au Liban, tellement c'est complexe entre les religions, les ethnies, l'histoire. Bien sûr, et ce à quoi est abouti l'Ukraine actuelle, je l'avais décrit dans mes articles en Russie, peut-être que je vais publier un bouquin là-dessus, mais je l'ai publié aussi ces articles à Paris. C'est une forme de chimère bicéphale telle qu'elle est. C'est-à-dire, il y a la tête des juifs ashkénazes, pouvoir financier,
liées au globalisme, cosmopolitisme, comme il faut dire en français. Il n'y a qu'à voir les liens avec le Parti démocrate, avec le fils de Joe Biden. Actuellement, c'est complètement jeté dans la presse mainstream américaine ce que fait Hunter Biden en Ukraine, avant que Joe Biden ne devienne président des États-Unis. Mais effectivement, puisqu'ils sont, ces Occidentaux, pseudo-résistants, ils ont le cerveau passif, donc ils utilisent, au lieu de lire tout cela, ils utilisent la terminologie de leur adversaire. Oh, vous êtes complotiste. Tandis qu'aux États-Unis, le Parti démocrate, il veut foutre à la poubelle cette dernière génération de démocrates blancs et refonder naturellement un nouveau Parti démocrate. Et c'est d'ailleurs très stupide d'être pro-américain actuellement parce que les derniers grands officiers de l'OTAN, les derniers membres du Parti démocrate, eh bien, hétérosexuels, catholiques comme Joe Biden, eh bien, après c'est fini. Donc, cette forme de l'Occident, c'est l'État militairement le plus puissant et financièrement de l'Occident, effectivement. Voilà. Et donc, il y a les Juifs ashkénazes qui détiennent effectivement le pouvoir en Ukraine, et il y a la première tête de ces chimères bicéphales, qui est la République ukrainienne, qui n'a rien à voir avec le peuple ukrainien, qui sont en fait à 80% les Slaves de l'Est qui n'inspirent à vivre, qui étaient attirés précisément dans ces massacres fratricides, qu'il faut regretter, qu'il faut arrêter à tout prix, effectivement. Et il y a l'autre tête qui est effectivement judéophobe par nature. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils disaient, ce qu'écrivaient leurs pères et grands-pères de l'époque du Troisième Reich. Quand ils étaient alliés du Troisième Reich, et par la suite, ils étaient contre le Troisième Reich. C'est pour ça que j'ouvre les parenthèses, parce que ça, on ne le sait pas, mais Stepan Bandera, il se retrouvait dans un camp de concentration du Troisième Reich, parce qu'il ne supportait pas. Ce sont des Corses, en quelque sorte, pour simplifier, de chez les Slaves, parce qu'on ne supporte pas le peuple montagnard. Tu sais ce qu'il c'est en Suisse chez nous. Va dans un village suisse alémanique où je passe 90% de mon temps. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils disent des gens de grandes villes suisses? C'est exactement la même chose. On n'a pas le droit de le dire sur YouTube, on se ferait dire tout de suite. Voilà, donc c'est ça. Et donc, il y a cette tête, donc une tête financière et l'autre tête armée, et qui a les valeurs guerrières, les valeurs patriarcales depuis des générations. Mais ils ont fait une union qu'on peut considérer comme nature, mais qui est naturelle. Exactement parce que les uns ont besoin de l'autre. Et par la suite, il y a les interpénétrations assez drôles. Effectivement, avant 2014, pour être vraiment nuancé sur le sujet, parce que, voilà, avant 2014, avant que le Crimée ne soit pas attaché à la Fédération de Russie, il y avait les troisième têtes qui sont un pouvoir extrêmement fort, nationaliste et religieux, qui est celui des Tartares de Crimée. N'est-ce pas? Et donc, qui d'ailleurs, si ils exprimaient la même forme de l'islamisme qu'ils exprimaient là-bas, quelque part en Allemagne ou en France, ils seraient tous considérés comme les djihadistes et mis en cellule. Voilà, mais bon, et par la suite, effectivement, cette troisième tête il n'était pas découpé, il était tout simplement déplacé en Fédération de Russie, qui n'est pas du tout un État parfait, qui n'est pas du tout mais qui fait régner historiquement, tant bien que mal, une paix interreligieuse à l'intérieur, n'est-ce pas? Et par exemple, allons tout de suite à ce qui fait peur, ce qui effraie nos crétins de la droite nationaliste occidentale, c'est un bataillon de Tchétchènes qui est envoyé au front. Mais ne l'oublions, mais parce que ce sont des cerveaux passifs. Ils ne voient pas que, tout simplement, on le fait parce que il y avait deux guerres de Tchétchénie et que la Fédération de Russie, c'est un ancien empire multiethnique et pluriconfessionnel et qu'il faut faire cohabiter ces communautés. Tandis qu'en Ukraine,
officiellement en République d'Ukraine, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Depuis 2020, bien avant que ce conflit ne s'ouvre officiellement, Zelensky, et non pas Zelensky, comme le disent les grands spécialistes d'Ukraine, en reproduisant comment on le prononce aux États-Unis. Donc voilà, Zelensky a promis la nationalité ukrainienne à tous les combattants islamiques, donc de l'ancienne Ichkeria, comme on appelle, c'est-à-dire le pouvoir. En fait, c'est exactement ceux qui ont coupé les têtes, et les couilles, les mettaient dans la bouche en Algérie française. C'est les copains de FLN. N'est-ce pas? Ils ont offert la citoyenneté ukrainienne à ceux anciens combattants, réfugiés politiques en Occident, de cette tendance. Et donc, en fait, il n'y a pas effectivement ces petits bataillons de Tchétchènes ou d'islamiques qui sont peu nombreux, effectivement, qui ne sont pas trop représentatifs, je veux dire, en Ukraine, tout simplement parce qu'ils ont naturalisé la plupart de ces chères personnes qui ne voulaient plus être la chance quelque part en France, mais qui voulaient revenir combattre le slave. Ils ont lui offert le passeport ukrainien depuis 2020, suite au décret de Zelensky, et maintenant ils combattent tout simplement les mêmes Tchétchènes et les autres au sein de l'armée ukrainienne. Ils portent l'armée, ils ne portent pas un uniforme à part comme le fait cette entité de Kadyrov. Voilà, ce sont tout simplement les particularités, mais proportionnellement, les islamistes, par exemple, au sein de l'armée ukrainienne, ne sont pas moins nombreux que les musulmans au sein de l'armée russe. Et naturellement, n'oublions pas, c'est aussi la parenthèse qu'on ne veut pas voir, qu'il y a les bataillons de volontaires russes qui se battent là-bas depuis 2014 et qui sont ce qui est l'action française en Russie, c'est-à-dire qui sont monarchistes russes, qui sont chrétiens, chrétiens naturellement orthodoxes, mais pas catholiques, ou qui sont païens, et vous avez les bataillons, comme on l'appelle en russe, Bars, ce sont les unités volontaires qui se arment depuis 14 par eux-mêmes et qui ne sont pas du tout internationalistes, qui sont souvent, disons les choses comme elles sont, fait la guerre, fait la tôle en Russie pour leurs opinions trop nationalistes, mais qui se battent sur le front contre les Ukrainiens. Donc c'est un monde extrêmement hétéroclite. Mais pourquoi ça existe? Parce que, et là je reviens à la critique du système occidental et non plus des nationalistes blancs trop crétins fabriqués par ces systèmes, parce que, par exemple, chez nous en France, il n'y a plus de relation de micro-force qui existait dans les France traditionnelles, qui existe encore un tout petit peu chez nous en Suisse. Comme disait Louis XIV, je ne parle pas à mon peuple, les Français, mais je parle à mes peuples, c'est-à-dire ceux de Limousin, ceux de Bretagne, ceux de Normandie, etc. N'est-ce pas? Eh bien, ce monde multi-ethnique, multipolaire, il est resté tel qu'il est en Europe centrale, avec les anciennes haines qui existaient chez nous en Occident. Et c'est ça la vraie Europe. C'est l'authentique mémoire longue qu'on ne peut pas utiliser toujours à des fins à court terme. Et cette haine-là, par exemple, la haine des Galiciens, les Slaves, les Polonais, les Hongrois, les Germains, les Roumains, naturellement, eh bien, elle existe. Pourquoi? Parce que ces peuples ne sont pas métissés. Hein? Ils ne sont pas trop abrutis, n'est-ce pas? Et si vous reprenez le cas de figure qui existait pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y avait quasi exactement les mêmes haines, n'est-ce pas? Et pourquoi, par exemple, les Russes qui ont les mémoires un peu plus longues que les francophones qui m'écoutent maintenant, eh bien, je fais schématiquement les haines actuelles
les guerres actuelles, c'est exactement, schématiquement, quasi la même chose qui existait au début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la Grande Guerre du Nord. Voilà, c'est-à-dire il y a exactement le même cas de figure. Il y a le futur empire de Pierre Ier, qui n'est pas encore le grand. Il y a les bandéristes, comme les appellent, ukrainiens, ceux de Mazeppa, Getman Mazeppa. Il y a la forme locale du pouvoir, qui est le pouvoir suédois, n'est-ce pas, de Charles XII. Il y a le pouvoir atlantiste de l'époque qui a organisé et profité de cette guerre, c'est le pouvoir de Grande-Bretagne. Cette grande guerre qui a donc massacré le Stormaktid, comme on dit en historiographie suédoise, l'empire suédois, comme on l'appelle en historiographie française, l'empire suédois. Donc dès que l'empire russe a été proclamé, en 1721, quasi aux même époque, l'empire suédois a cessé son existence. Et donc, c'était ça le but de modification de l'époque, de cette longue guerre. Et les haines, quand on lit les sources de l'époque, il y avait naturellement l'empire ottoman qui actuellement joue son rôle et effectivement qui jouait son rôle à l'époque, n'est-ce pas, qui allait jusqu'à donner asile à Charles XII à une certaine époque. Eh bien, c'est quasi les mêmes haines qui n'ont pas changé leur visage quasi ethnique à cette époque depuis 3 siècles. Mais chez nous, on méconnaît cette Europe parce qu'elle est dégénérée qui pense que la vraie Europe, ce n'est pas les micro-guerres, ce n'est pas la haine ancestrale, c'est les niaiseries pacifistes, celles des années des 30 glorieuses. Avec le baisse de testostérone, ils parcourent l'Europe à la recherche de cela. Ou comme ceux qui sont allés en Russie et qui disent bon, c'est beau, c'est le paradis, je vais faire le business ici. Ben non, c'est le calme avant la Grande Guerre. Et qu'est-ce qu'on fait, par exemple, actuellement dans cette Ukraine? Ben, c'est la guerre, si tu veux, c'est exactement ce qu'on a fait avant la Seconde Guerre mondiale, entre 1936-39, en Espagne. Personne n'a déclaré la guerre à qui que ce soit, n'est-ce pas, les belligérantes, ni le Troisième Reich, ni l'Union soviétique, ni cette gauchiasse anglo-saxon avec le fameux Thor de 1984 et tout ça, qui a participé. Mais on a testé nos armes. Chacun a amené naturellement ses troupes, M. Benito Mussolini aussi, tous, ils ont testé leurs armes pendant 3 ans sur la tête de pauvres Espagnols. Et heureusement que Francisco Franco a gagné, heureusement pour les Espagnols, mais voilà. Mais on refait la même chose et on va tester ces armes, vieilles, modernes, un peu plus, jusqu'à ce qu'on dit, jusqu'à la mort du dernier Ukrainien. Parce que, effectivement, et ça, il faut arrêter. Parce que si on est un bon Européen, dans le sens nietzschéen, on ne souhaite pas cette guerre entre une forme de puissance euroasiatique telle que la Russie et ce monstre bicéphale, cette chimère de la République ukrainienne qui était récomposée. Puisque, comme disaient toujours les grands militaires, ce n'est pas le territoire qu'il faut sauvegarder, mais c'est ses troupes et son peuple. Effectivement, et les frontières du monde occidental surtout avec les guerres et les désastres qui nous attendent, ces frontières, elles vont se recomposer de nombreuses fois. Bien sûr, bien sûr. Cette guerre risque, je pense que la comparaison avec la guerre d'Espagne est très, très juste. Cette guerre risque, cette opération spéciale ou la guerre qui va venir après, elle risque d'être très longue ou alors très, 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 très rapide. Mais je pense que ça va être très long, en fait. Et est-ce que, pour conclure, tu aurais un dernier conseil pour tes lecteurs, pour les gens, nos spectateurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui t'écoutent? Qu'est-ce que tu leur donnerais à un titre individuel comme conseil pour se préparer à ce qui pourrait être une guerre très longue et qui pourrait en plus déclencher toutes ces nombreuses guerres ethniques dans lesquelles on a en plus ajouté énormément d'éléments exogènes, pas toujours les plus malins, les plus intelligents d'ailleurs,
et qui donc ajoute en plus à ce chaos. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors je prêche un peu pour ma paroisse, mais à ton avis, qu'est-ce qu'on devrait faire? À part lire nos livres. Oui, surtout, il ne faut pas, je ne suis pas là pour faire la promotion de mes bouquins, c'est éduquez-vous, mais pour vous éduquer, il faut vous mettre dans une situation d'inconfort. C'est-à-dire ne pas chercher constamment reproduire ce qu'ont fait vos ancêtres, qui ont perdu toutes les guerres. Je parle des nationalistes, naturellement. Regardez ce qui se passait depuis 1944-45 en Occident. On a perdu toutes les guerres et à chaque fois arrive une nouvelle population de politiciens boutiquiers qui disent « Oh, avec moi, on va le faire. Attendez les prochaines élections. » Non, vous allez perdre. Même Donald Trump, avec sa puissance de businessman, il n'a même pas fini son mur. Regardez, c'est M. Zemmour qui est là. Bah, quand on lui pose les questions, qu'est-ce que vous allez faire si vous allez le pouvoir politique? Je le ferai, dit-il. Mais non, vous comprenez, arrêtez. On a fabriqué de vous, chers spectateurs, 95%, les êtres cerveau passifs. Ce n'est pas flatteur, mais on vous a sélectionné comme ça. Et si vous êtes là, maintenant, en train de nous écouter avec Pierrot, ça veut dire que vous avez un peu de l'espoir devant vous. Eh bien, cessez de vous mettre dans une situation de confort, de passivité. Ces élections quinquennales en France, par exemple, ben, c'est la même chose que vous êtes, si vous êtes un homme, vous draguez une femme, et elle vous a dit allez te faire voir, et vous rentrez à la maison, vous branchez le porno et vous vous masturbez. Et par la suite, vous êtes satisfait parce que naturellement, hormonalement, vous avez une décharge qui vous satisfait et qui vous apaise. Mais non. Arrêtez de vous raconter que la France ou l'Italie ou l'Espagne pourraient être un nouveau Danemark avec le Parti socialiste. Ben non, parce que vous ne voulez pas vous intéresser à ce que c'est le Danemark, parce que vous, avec vos cerveaux passifs, vous fabriquez un Danemark. Et la France, je veux dire, sauf s'il y aura, si tout sera effacé culturellement, quand un supermarché au Texas ressemble à celui de Michigan. Oui, ça oui. Mais tant que le Danemark, c'est le Danemark, eh bien, il ne sera jamais qui a fourni, il y a quelques mois, certains services à l'OTAN. C'était le plus grand scandale au sein de l'OTAN. Vous ne voulez pas le suivre. Ben, lisez-le comment on a écouté depuis le Danemark, autant à écouter les conversations de membres, de chefs de l'OTAN en Allemagne et en France. C'est le déshonneur total. Le Danemark a offert cela à l'OTAN et aux États-Unis. Eh bien, en échange de ces services, effectivement, le Danemark a obtenu les bonus, comme on dit, que vous, en France, par exemple, vous n'obtiendrez pas. Et si vous vous intéressez, si vous maîtrisiez les langues scandinaves, eh bien, vous savez que les cités au Danemark halogènes, eh bien, c'est déjà en surcharge. Et même si on ne récupère pas les nouveaux chances pour la Margaret II, reine de tous les Danois, eh bien, c'est déjà suffisant. Et si vous connaissiez ce que c'est les accords entre les pays nordiques, vous savez que tous les citoyens des pays nordiques peuvent traverser dans tous les sens les frontières entre, par exemple, la Suède et le Danemark. Et si vous baladiez, par exemple, à Copenhague, vous pouviez voir ces bagnoles immatriculées à Malmö qui continuent à naturaliser ces réfugiés. En Suède, il faut 4 ans pour naturaliser, n'est-ce pas, un réfugié. Donc, toute sa famille, comme le mairie écologiste de Malmö, naturalise toute la chance pour Carl Gustave XVI, n'est-ce pas?
Et cela, une fois naturalisé, ils viennent à travers de Øresundbron à Copenhague. Essayer de refouler un citoyen suédois et une police guédonnoise, déjà essayé, ils étaient tous condamnés. Et donc, pour connaître la réalité dans ces micro-pays tels que le Danemark, arrêtez vous branler intellectuellement et que cette branlette, cette masturbation, ait satisfait votre cerveau passif. Mais effectivement, comme je dis, vous faites quoi? Vous ricanez, chers spectateurs de le droit français, parce que peut-être votre vie n'est pas intéressante pour vous. Allez penser à la vie de vos enfants et de vos petits-enfants. Sur ces sages paroles, je te remercie, Anatoly, et je mettrai les liens de tes livres sous la description, bien sûr, et à très bientôt.